conscient peut-être que c'est assez serré dans les rangs. Je me suis informé si on peut peut-être avoir une autre salle, mais apparemment c'est compliqué. Mais voilà, je me tiendrai informé si jamais on devait changer de salle. Alors, qui n'était pas là la semaine passée? 1, 2, 3, il y en a quand même pas mal. Très bien. Alors, je vais peut-être rapidement redire 2-3 choses pratiques. Toutes ces informations pratiques, vous les trouvez sur Moodle. D'accord? Donc, le cours aura donc les mardis de 10 à 12. Normalement, dans cette salle, à moins qu'on soit vraiment trop nombreux, il y a une séance qui sautera le 2 avril et il y aura un examen écrit pour la plupart d'entre vous à la fin. Je vous laisse découvrir ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, les conditions de validation. Donc pour le bachelor, pour la plupart d'entre vous, c'est donc l'examen, la dernière séance pendant la durée du séminaire et ça portera sur l'intégralité du cours. Je ne mettrai pas en ligne les diapos que j'utiliserai chaque séance, pour toutes sortes de raisons que j'ai expliquées la semaine passée, mais aussi parce que j'aimerais que ce soit vraiment un cours qu'on développe ensemble pendant cette séance, et vous verrez, les diapos sont là comme support et non pas comme synthèse, comme résumé. Le résumé, la synthèse, c'est vous qui la ferez vous-même à partir de vos notes, mais c'est plutôt là pour vous visualiser comme support d'enseignement. Si vous êtes en master, il y a plusieurs possibilités, mais je vous laisse découvrir tout ça. Oui. Bonjour. Est-ce que l'examen, on pourrait l'écrire en allemand? La réponse c'est oui. L'examen. On dirait utiliser des phrases en allemand si on ne connaît pas le... Donc, en principe, en ce qui me concerne, j'essaie toujours de trouver une solution pour vous simplifier la vie. Donc, voilà, si j'ai répondu de façon positive à d'autres requêtes de ce type, donc vous pouvez aussi tout répondre, vous pouvez tout faire en allemand. Même chose pour l'anglais ou l'italien, voilà. Mais évidemment, c'est toujours à vous. Moi, je vous conseille, en tout cas pour les travaux écrits, d'utiliser plutôt la langue du cours du séminaire. Pour l'examen, c'est clair qu'il y a une question de temps et que vous êtes éventuellement pénalisé si ce n'est pas la langue que vous maîtrisez le mieux, le français. Donc la réponse c'est oui. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la validation? Donc l'examen aura une partie plus contrôle des connaissances, un test des connaissances, et puis progressivement on ira vers des choses un peu plus libres, donc vous aurez l'occasion d'appliquer, de mettre en pratique les outils qu'on aura développés et affinés pendant ce cours avec des commentaires de texte ou d'images, et puis une partie qui portera sur la dissertation en œuvre, donc un développement plus libre à partir de questions ouvertes. On aura l'occasion d'y revenir au cours du semestre. Okay. Si vous devez valider par un travail écrit, n'attendez pas trop longtemps. Allons voir si vous êtes en master. Et si vous êtes dans d'autres programmes, normalement en histoire de l'art, que vous êtes assez nombreux, c'est pleinement intégré, mais si vous aviez des doutes ou des questions, n'hésitez pas à aller voir votre secrétaire d'études. Ou si vous êtes dans d'autres programmes, anthropologie, sociologie, sciences des religions. Ok, des questions? Très bien. Je vous avais également donné quelques références pour des lectures qui pourraient accompagner le cours. C'est un conseil que je donne généralement. Donc, vous n'avez pas de lecture préparatoire pour chacune des séances. C'est un petit peu le concept, contrairement au séminaire. Mais je vous recommande fortement, et vous allez voir que ça va même vous aider, soit pour votre examen, soit pour vos travaux personnels, de lire en parallèle à ce cours, de lire un ouvrage d'introduction. D'accord ? Vous allez voir, ça vous permettra même de mettre en perspective ce que je vous dis, d'avoir peut-être un éclairage alternatif, voire même d'avoir des voix discordantes, peut-être des lectures différentes sur des auteurs. Vous allez voir, c'est très très utile. Je vous ai donné un tout petit livre, si vous n'avez vraiment pas le temps, lisez juste un que sais-je. Voilà, c'est le Carole Talon-Hugon, c'est
bonjour, il n'y a pas beaucoup de fioritures, c'est très condensé. Voilà, il passe en revue les points essentiels des enjeux contemporains, ou d'ailleurs je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais peu importe. Et puis Marc Jiménez, donc un classique maintenant, on en avait parlé la semaine passée, il est là, je peux juste le remontrer. Voilà, c'est un bouquin assez substantiel de 400 pages qui vraiment passe en revue l'histoire de l'esthétique depuis ses fondations jusqu'à des débats contemporains, Marc Jiménez étant un grand spécialiste de la théorie critique, et de Théodore Adorno en particulier. Il a pris sa retraite depuis. L'ouvrage n'est pas tout récent, mais je crois qu'il est encore très actuel. Si vous préférez des lectures en allemand, j'avais mis un ouvrage, Stefan Neuetschak, Esthétique zur Einführung, et la séance dernière, pour ceux qui préfèrent lire en italien, on avait également conseillé un ouvrage collectif dirigé par Andrea Pinotti, Primo libro di estetica, j'ai oublié quelle maison d'édition, Andrea Pinotti. Ok, vous avez des questions sur les recommandations bibliographiques? Vous avez commencé à lire l'un ou l'autre? C'est bien? C'est bien? C'est compliqué? Ça va? Donc ça c'est le Marc Jiménez. Vous avez d'autres recommandations à faire ou des suggestions de lecture? Vous avez des questions sur des ouvrages que vous avez peut-être chez vous ou pris chez un bouquiniste et vous vous demandez si ça vaut la peine de le lire? C'est bien, Jiménez, vous avez commencé à lire? Ouais. Bon. Ok. Alors, j'avais donc, comme vous êtes assez nombreux, ce que je vais faire exceptionnellement, c'est que je vais mettre en ligne les diapos de la semaine passée. Okay, comme ça, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, vous pouvez les regarder et vous demanderez à vos collègues d'avoir peut-être des commentaires sur le. J'avais commencé par une entrée en matière sur la polysémie. Ce cours est une introduction à l'esthétique. L'introduction à l'esthétique, c'est déjà une introduction à un phénomène dont on découvre qu'il est polysémique. Polysémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut dire plusieurs choses, qu'il a plusieurs sens, plusieurs significations, et effectivement, selon les contextes, vous allez utiliser ce mot différemment. Si vous allez dans un salon d'esthétique, probablement qu'on ne va pas vous parler de l'autonomie de l'œuvre d'art, mais vous avez aussi des sens très différents. L'esthétique, ça peut porter sur des objets artistiques, ça peut ne pas porter du tout sur des objets artistiques, ça peut porter sur des expériences que vous pouvez faire en pleine nature, ça peut porter sur la question du beau, ça peut porter sur la question du design, ça peut porter sur des questions de propriété qui seraient donc acculées de ce qualificatif d'esthétique, etc., etc. Mais ça peut porter aussi sur une science des sensations. Donc on va essayer de comprendre comment une telle polysémie s'explique, comment une telle diversité de signification est possible, puisqu'après tout, le but souvent en philosophie, c'est quand même de comprendre, de faire une analyse conceptuelle, de comprendre quelle est la cohérence des concepts mobilisés. Alors, est-ce que l'esthétique, c'est un équivoque, c'est donc une pluribocité, l'esthétique se dit de manière différente. Est-ce qu'il n'y a aucun lien entre ces différents sens, ou est-ce qu'au contraire, il y a une forme de solidarité souterraine entre ces diverses acceptions? C'est ça qu'on va essayer de mettre clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai évité de commencer par des élucubrations purement de type conceptuel abstraite, et j'ai préféré vous illustrer cette polysémie à partir d'une photographie célèbre, celle du photographe canadien Jeff Wall. Jeff Wall a proposé en 1993 une œuvre qui s'appelle Sudden Gust of Wind, qu'on pourrait traduire approximativement comme soudaine rafale de vent. Et on avait donc analysé
plusieurs éléments de cette photographie, plusieurs figures qui illustrent un des sens possibles du mot esthétique, c'est-à-dire la dimension du senti, du ressenti, d'être affecté. Je vous avais parlé donc de cette première signification du mot esthétique qui nous renvoie à une étymologie, et c'est quelque chose qui est toujours très utile quand on analyse un concept, c'est de demander mais d'où vient ce mot? Les mots ont des histoires, et pour comprendre leur histoire, c'est utile aussi d'étudier les langues, et souvent les langues mortes, les langues anciennes, qui souvent en philosophie, vous avez une chance sur deux de tomber sur la bonne langue. Là, donc, généralement, c'est soit du latin, soit du grec. Donc, en l'occurrence, l'esthétique, c'est quoi? C'est quoi l'origine du mot esthétique? Oui? C'est du grec. Attends, c'est du grec, voilà. Et c'est quel mot? Aesthésis. Donc, l'esthésis, c'est... Alors, voilà. C'est déjà un problème. Comment est-ce qu'on traduit sensation, perception, expérience sensible. Pourquoi est-ce qu'on utilise ces différentes traductions? Tout simplement parce que le grec ne connaît pas des distinctions si fines que nous faisons en tant que modernes. Donc la philosophie moderne fait des distinctions entre sensation, perception, sentir, ressentir, percevoir, faire une expérience sensible. Esthésis rassemble tous ces différents sens. C'est une forme d'indistinction qui a des inconvénients, mais qui a aussi des avantages, puisque la science de l'aesthésis recouvre tous ces domaines. Premier sens donc du mot esthétique, une enquête sur qu'est-ce que sentir, qu'est-ce qu'être affecté, qu'est-ce que ressentir par les sens. Et je crois que ces figures qu'on a vues avec Jeff Wall illustrent assez bien cette première acception. Il y a une deuxième acception qu'on a pu découvrir la semaine passée, c'est l'acception plus spécifiquement esthétique, au sens d'une expérience qui n'est pas seulement une expérience sensible, mais qu'une expérience de type particulier. La plupart des expériences que nous faisons ont des liens avec notre condition sensible. Vous êtes des êtres en chair et en os, vous avez un corps, et donc l'expérience que vous faites, c'est une expérience que vous faites en tant qu'être incarné, situé, des êtres sensibles, des êtres mouvants, des êtres qui se trouvent quelque part dans une position spatio-temporelle, historique, etc. Mais il y a aussi un type d'expérience tout particulier, c'est une expérience qu'on appelle une expérience esthétique, et cette expérience esthétique, vous ne la faites pas tous les jours, vous ne la faites pas à tout moment, vous ne la faites pas de manière quotidienne, donc il y a une différence par rapport à une expérience quotidienne qui se fait donc tous les jours, et il semblerait que ce monsieur-là ait une attitude toute particulière qui se démarque de l'attitude des autres personnes dans la photographie, puisque on a analysé assez longuement avec vous la semaine dernière, il semble prendre une forme de plaisir dans ce qu'il voit. Donc lui aussi, il est complètement soufflé par cette rafale de vent, lui aussi, il est déboîté, il est déséquilibré, mais donc il subit quelque chose, il y a une dimension pathique, si vous voulez, pathique au sens d'une passivité, il y a quelque chose qui est subi, mais dans ce subir, il y a malgré tout une forme de jouissance qui renvoie à une forme de liberté. Quelque chose d'intéressant. Comment se fait-il que je fais l'expérience d'une liberté, qui est une liberté de type particulier, qu'on va devoir analyser, la liberté esthétique, donc dans un domaine, dans un espace particulier, qui est pourtant induite, cette expérience de liberté, par, si vous voulez, une forme d'hétéronomie. Je suis déterminé par quelque chose d'autre, je suis saisi, je suis pris, je ne peux pas me détourner, je ne peux pas rentrer chez moi, et pourtant, je fais l'expérience d'un état de grâce, un état de liberté, d'un état de suspension. Enfin, voilà, il y a une forme de beauté, manifestement, qui se traduit sur ce visage, mais c'est extraordinaire. Voilà. Ces feuilles qui s'envolent. La dame qui a perdu tous ses papiers, elle est peut-être moins contente parce qu'elle se demande comment elle va faire pour la récupérer. Ce monsieur-là, il se dit, mais c'est quand même magnifique de voir le vent et de voir ces feuilles qui virevoltent au vent et où les feuilles de papier rejoignent les feuilles de l'arbre qui est lui aussi qui est tué par le vent. Donc, deuxième sens du mot esthétique, l'enquête sur l'expérience particulière des expériences esthétiques qui ne seraient donc pas des expériences ordinaires. Vous avez déjà tout de suite toute une constellation de mots qui viennent figurer un espace logique. Donc, quand on dit que les expériences esthétiques ne sont pas des expériences ordinaires,
on part du principe qu'il n'y a pas d'esthétique ordinaire ou d'une esthétique de l'ordinaire. Si on a le temps, on va essayer d'arriver jusqu'à la remise en question de cette opposition. Il y a des auteurs qui considèrent au contraire qu'il y a une esthétique ordinaire, une esthétique de l'ordinaire, enfin une esthétique quotidienne, que ça existe, mais en tout cas, dans ce type d'acception-là, on considère donc que l'expérience esthétique s'oppose à une expérience quotidienne. D'accord? C'est clair? Vous m'interrompez à tout moment, hein, si je vais trop vite, ou si vous voulez que je précise quelque chose, ou si vous voulez qu'on le redise autrement, dans d'autres langues, n'hésitez pas. J'avais parlé d'une troisième signification possible, et cette troisième signification, elle porte cette fois non pas sur le type d'expérience que font des sujets sensibles, mais sur le type de propriété qu'on va conférer à des objets. J'utilise le mot objet de manière très générique. Chaque fois que je dis objet, veuillez substituer objet par chose, événement, situation, d'accord? Donc, je peux très bien dire qu'une situation peut avoir des propriétés esthétiques, qu'un paysage peut avoir une propriété esthétique, qu'un événement, hein, je ne sais pas, une révolution, je peux dire qu'une révolution politique peut aussi avoir une dimension de quelque chose de beau dans un soulèvement. Hein, voilà. Dans ce cas-là, un événement prendra une acception esthétique. D'accord? Donc, j'utilise le mot objet pour qualifier, si vous voulez, le pôle objectal, c'est-à-dire quelque chose qui revient à ce dont on fait une expérience. Et ce dont on fait l'expérience, l'objet de l'expérience, sera donc distingué d'autres types d'objets qu'on va appeler non esthétiques. Il y a donc des objets dont on fait l'expérience, ou qu'on pense, parce qu'il y a aussi des objets esthétiques non expérientiels, purement pensés, auxquels on va accorder des propriétés esthétiques. Hein. On peut considérer qu'il y a par exemple une esthétique des mathématiques, il y a une beauté de la démonstration, et si vous êtes de cet avis-là, on peut considérer que des objets mathématiques ont leur propre beauté, auxquels on va conférer des propriétés esthétiques. Dans ce cas, le mot esthétique porte sur la science de tous ces objets, événements, situations, etc., qu'on va qualifier d'esthétique. Là aussi, alors je me suis rendu compte que cette diapo est très chargée, et donc je distingue. À l'intérieur des propriétés esthétiques, il y en a une qui historiquement a été la plus importante. C'est laquelle? La beauté. La beauté, absolument. Au point que ces deux ont parfois été superposés, voire même identifiés. Donc pendant longtemps, on a estimé qu'il n'y avait qu'une seule propriété esthétique. Cette propriété, c'était le beau. Et ça a été important pour démarquer l'espace esthétique, par exemple, de l'espace éthique. Ce qui est bon n'est pas forcément beau. Et ce qui est beau n'est pas forcément vrai. D'accord ? Mais dans cette autonomisation de la sphère du beau par rapport à d'autres valeurs, on a parfois une tendance à oublier que la beauté n'est pas la seule propriété esthétique. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres propriétés esthétiques, par exemple? Oui? Non, alors on est du côté du pôle objectal, donc des objets. Donc est-ce que vous diriez... Donc c'est pas l'expérience subjective, si vous voulez. La propriété que vous attribuez à un objet, à une situation, à un événement. Oui. Si c'est laid, par exemple. La laideur, bien sûr. La laideur, c'est un jugement esthétique que vous portez sur... Voilà. Mais c'est absolument hideux. Vous faites un jugement esthétique. Ça peut être bon tout en étant hideux et vice-versa. Oui. Est-ce qu'on peut rajouter aussi l'intéressement qu'on aurait à donner à cet objet? S'il est digne d'intérêt, est-ce que ça rentrerait? Est-ce qu'il est digne d'intérêt d'être jugé comme beau ou laid?
Alors, bon, l'intéressement, on va devoir en parler, et quel est le rapport entre intérêt, désintéressement, mais en tout cas, je pense que classiquement, on n'intégrerait pas l'intérêt dans les propriétés esthétiques primaires. D'autres exemples encore? Qu'est-ce que vous faites quand vous sortez d'un film, d'un concert, d'un paysage de montagne, je ne sais pas, vous dites quoi? C'est bien. Vous dites quoi? L'interprétation. Comment? L'interprétation. Vous êtes dans un magnifique paysage. Oui. Et vous dites interprétation? Alors vous dites quoi alors? Oui. Émerveillement. Oui, mais je veux un adjectif. C'est sublime. Ah, vous voyez, Oui. émerveillement, c'est votre état. Mais moi, je veux savoir, la chose, elle est comment? Vous voyez, la chose, elle est pas émerveillée. C'est vous, le spectateur, qui est émerveillé. D'accord? Oui? Mais c'est quoi la différence entre être beau et sublime? Ah, merci. Donc, ça a bien un sens que je fasse cette introduction. Alors, je vous promets qu'en sortant de ce cours, vous aurez une réponse à votre question. D'accord? Je vous demande encore un peu de patience. Ça sert à ça. Donner une réponse à votre question. Ok. Donc, quelques semaines de patience encore, parce que j'y vais y arriver. Ok. Donc, il y a du sublime, il y a du laid, il y a du beau. Quoi d'autre? Oui? De l'harmonieux. L'harmonieux? Oui, voilà. C'est harmonieux. Oui. Quoi d'autre? Oui. Merveilleux. Merveilleux, peut-être. Ouais. Ouais. Si l'expérience elle est manger quelque chose, ça peut être en fait bon ou pas. Ça peut être bon. Oui, alors il y a une dimension de goût, peut-être. Hein, mais le problème, c'est que si vous partez de votre expérience, on essaye de trouver des propriétés qui seraient donc inhérentes à la chose, vous voyez? Oui? Alors justement, des choses comme perturbant ou touchant, là, ça va faire la chose ou, Oui, alors voilà. Donc, est-ce que perturbant est une qualité esthétique ou pas? Ou touchant, voilà. Donc, c'est là qu'on va essayer de déterminer. Est-ce qu'on peut avoir une position réaliste en esthétique? C'est quoi une position réaliste en esthétique? C'est une position qui part du principe que les propriétés esthétiques sont inhérentes aux choses indépendamment de l'expérience qu'on en fait. D'accord? Donc, je ne sais pas, vous allez dire que la troisième de Mahler, le Cervin et puis la Joconde sont des œuvres qui sont intrinsèquement belles, même si personne ne s'en rend compte. Enfin, je dis des œuvres, vous voyez déjà, ça va par des choses, des objets, parce que le Cervin n'est pas une œuvre. Ok, alors, donc c'est ça qu'on va devoir interroger. Et parmi les propriétés, la liste est très longue. Hein. Vous allez, il y a des gens aujourd'hui qui considèrent qu'il faudrait intégrer des mots comme, je ne sais pas, kawaii en japonais, ou cutie, cute et zany et des trucs comme ça, parce que voilà, ça ne veut pas dire exactement la même chose que beau. Voilà. Est-ce que ce qui est cute et mignon, et je ne sais pas quoi, est-ce que ce n'est pas un jugement esthétique? Il y a des débats là-dessus. Je me souviens qu'on s'est aussi demandé, est-ce que si on dit que quelque chose a des propriétés esthétiques et qu'on dit que cette propriété esthétique c'est la beauté et que cette beauté elle revient essentiellement à des œuvres d'art, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un télescopage, un raccourci problématique? Donc, vous m'aviez demandé, pardon, j'ai oublié votre prénom, vous m'aviez demandé la semaine passée pourquoi est-ce qu'il faut réduire l'esthétique à la philosophie de l'art, n'est-ce pas? Ah oui. Voilà. Donc, et vous avez raison de protester, parce que c'est là où je voulais en venir. Donc ce n'est pas ma position, mais il y a des gens qui considèrent que l'esthétique, c'est la philosophie de l'art, c'est la même chose, qu'il ne faut pas distinguer les deux. Je pense que c'est une affirmation problématique. Je voulais juste dire, il y a quelques personnes qui soutiennent que c'est la même chose. Et je vous avais montré tout à l'heure le livre de Carole Talon-Hugon dans la collection Que sais-je, le prédécesseur de Madame Talon-Hugon, qui a écrit cet ouvrage préalable
dans la collection Que sais-je, sur l'esthétique, c'est un monsieur qui s'appelle Huysmans, Denis Huysmans, et lui il soutient, l'esthétique c'est la philosophie de l'art. Philosophie de l'art, un point c'est tout. Donc vous avez des gens qui soutiennent que c'est la même chose. D'accord? Donc, vous voyez, donc tout porte sur la manière dont on définit en particulier ou exclusivement. Est-ce que l'esthétique, comme science du beau, porte exclusivement sur ce qui est considéré comme de l'art, ou bien, et là encore comme les beaux-arts, et pas les arts appliqués, ou est-ce qu'il y a plus? Donc vous avez plusieurs niveaux. Est-ce que c'est clair? Parce que je me rends compte que c'est beaucoup de distractions. Pour l'instant, je fais juste, je fais rien d'autre que planter le décor. On va y arriver. Hein. Mais donc c'est juste pour vous indiquer déjà à quel point il y a des débats, il y a des controverses. Ok? Ça va? Bon. Alors, on a un autre problème, c'est que si on considère que l'esthétique c'est la philosophie de l'art et que ce que je vous ai montré c'est un objet esthétique, Jeff Wall, vous allez me dire oui, mais si par exemple M. Huysmans dit que l'esthétique c'est la philosophie de l'art, est-ce qu'une photographie de Jeff Wall ou de quelqu'un d'autre c'est un objet esthétique? Vous comprenez mon raisonnement? Si on dit que l'esthétique c'est la philosophie de l'art et que donc l'esthétique ne porte que sur des œuvres d'art, encore faut-il que le médium utilisé par M. Jeff Wall soit un médium artistique. Donc, je reviens à ma question, est-ce que la photographie c'est une œuvre, est-ce que la photographie c'est de l'art? Oui ou non? D'après vous? Oui. Si on investit la photographie d'une propriété de beau, alors elle devient un objet artistique, donc digne d'avoir un raisonnement philosophico-esthétique dessus, donc elle devient un art. Ouais. Ouais, tout à fait. D'autres réflexions là-dessus? Ouais. En fait, la photographie est considérée art aujourd'hui, donc par logique, je considère qu'une machine pour, comment on dit ça, désolé. Une machine? Pour les photos, comment on dit ça? Un appareil Un photo, appareil photo, oui. est un médium pour faire de l'art. Oui. Mais quand vous dites c'est aujourd'hui considéré comme de l'art, on pourrait faire une petite enquête rapide. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que la photographie est de l'art ou est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord? Oui, vous n'êtes pas d'accord? C'est vrai que je suis pas d'accord, mais une fois j'avais demandé à mon prof de photo s'il se considérait artiste, et il disait que lui non, plus artisan. Donc je pense qu'il y en a certains qui se considèrent comme artistes, s'ils ont une volonté de faire quelque chose d'artistique, et d'autres, par exemple ceux qui prennent des photos dans les mariages et autres, ne se considèrent pas forcément artistes. Donc je ne suis pas certain que ce consensus soit aussi intégral. Chaque fois que vous faites un selfie, est-ce que vous faites de l'art? Mais donc il y a plusieurs approches. C'est-à-dire que est-ce que la photographie peut être un art? D'où ma question. À quel titre? Sous quelles conditions? À quelles conditions? Dans quelles circonstances? Est-ce que toute photographie est un art? J'imagine que la plupart d'entre vous seraient plutôt réticents à cette idée, que toute photographie est de nature artistique. Oui? Il n'y aurait pas un sens strict et un sens large. Ce serait quoi le sens? Vous avez évoqué les œuvres du quotidien. Un selfie, ça ne serait pas de l'art, mais au sens plutôt large. Au sens esthétique et non pas artistique? Esthétique, oui. Voilà. Bon, alors, c'est une option, mais est-ce que quand vous faites, si vous êtes médecin légiste et vous utilisez une photographie d'un lieu de crime, même si on est d'accord pour dire que ce n'est pas une photo artistique, dans quelle mesure est-ce qu'elle est esthétique? Si vous faites une radiographie, vous faites une photo aussi. Est-ce que la radiographie est esthétique? Si oui, à quel titre? Dans quelles circonstances est-ce que vous portez un regard esthétique? Je ne suis pas certain que votre médecin interne ait des extases, des jouissances esthétiques devant la radio qu'il utilise pour vérifier si elle lui frappe. Oui, donc
toutes ces questions, on va essayer de les préciser. Une des réponses possibles à la question « Est-ce que Jeff Wall mérite d'être considéré comme un artiste ?» c'est la réponse de type institutionnaliste. Je vous invite tous très chaleureusement à venir participer au séminaire qui a lieu le mercredi après-midi, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ?» C'est un séminaire de bachelor où je traite de toutes ces théories de manière plus approfondie, notamment la théorie institutionnaliste qu'on va voir dans 15 jours. Donc si vous avez le temps et l'envie de vous plonger dans ces questions sur les différentes théories qu'il y a sur la définition de ce que c'est qu'une œuvre d'art, venez donc assister au séminaire du mercredi 15h à 17h. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? La première réponse, ça serait donc une réponse de type institutionnaliste. Qu'est-ce que c'est qu'une théorie institutionnaliste? Quelqu'un connaît les théories institutionnalistes? Les théories institutionnalistes donnent une réponse, somme toute, assez simple, parce que ce sont des réponses, si vous voulez, extrinsèques. Donc le fait que quelque chose soit une œuvre d'art ne dépend pas de propriétés internes, intrinsèques, mais du fait qu'un objet est considéré comme de l'art par les institutions de l'art. Qu'est-ce qu'il y a comme institution de l'art? Par exemple, des musées, le monde de l'art, le système des foires d'art contemporain, ou alors des conservateurs, etc., etc. Donc, Jeff Wall, en ce moment même, vous avez encore, je crois, un mois et demi pour aller le voir, est exposé où ça? Oui, la Fondation Bel Air à Bâle. Oui. Et donc, bon, la réponse est simple. Jeff Wall fait de l'art parce qu'il est exposé dans une institution artistique. Bon, pas de discussion. Si c'est dans un musée, c'est de l'art. Ça, c'est la réponse institutionnaliste. Donc, aujourd'hui, la photographie est exposée. La photographie a des musées. À Lausanne, vous avez le musée de l'Élysée, l'Élysée Photo, qui expose de la photo. Vous avez la Vevey, vous avez la Vevey Photo, vous avez toutes ces institutions aujourd'hui qui exposent la photo. La photo est devenue très chère. Donc, la photo des premiers temps, notamment au 19e. Donc, la photo est considérée, en tout cas une partie de la production photographique, comme de l'art. Oui. Pardon, mais peut-être vous allez y venir après, mais le fait qu'une institution dise que cette photo est une œuvre d'art, elle a dû avoir des critères et donc donner des caractéristiques qu'elle a pensées et investir la photo, et en l'occurrence celle-là, de certaines propriétés qui la font rentrer dans les critères pour apparaître dans un musée. Voilà. Donc évidemment, vous soulignez le fait que la théorie institutionnaliste n'explique pas grand-chose, en tout cas elle se défausse de l'obligation de donner ces critères. Elle dit c'est pas nous qui allons donner les critères, les institutions ont des critères, c'est clair. Les institutions ont des critères. Après, si vous faites de la sociologie de l'art, vous allez voir dans quelles circonstances tels objets sont rentrés. Le MoMA, à un certain moment, a fait rentrer des objets industriels, le design industriel. C'était un geste radical, je crois que c'est dans l'entre-deux-guerres. Ils ont fait rentrer, le directeur du MoMA à l'époque a fait rentrer des turbines et des hélices et des trucs comme ça. Et donc c'est un geste qui, même aujourd'hui encore, peut surprendre. Alors les hélices et les turbines, ça peut être très très beau, mais le fait de faire rentrer ça dans le Museum of Modern Art de New York, c'était un geste très fort. Deuxième réponse, la photographie peut être un art quand elle affirme un statut différent des autres arts. Donc quand la photographie se démarque des arts existants. Vous savez qu'on appelle parfois la photographie le 8e art, ou le 9e art, selon les... Enfin, voilà. Les Belges dans la salle diront plutôt que c'est la bande dessinée, le 9e art. Il y a des débats, c'est le 8e ou le 9e. Bon, donc le cinéma serait le 7e art, la photographie le 8e art. Enfin, la
la numérotation n'est peut-être pas très importante, mais ça nous renvoie à quelque chose d'important. Pourquoi? Le fait même de distinguer les arts, de dire il n'y a pas un art, mais il y en a plusieurs. Pourquoi c'est important? Il y a plusieurs arts et pas un seul. Eh bien, ça veut dire, ça nous renvoie au fait que les arts ont des modes de fonctionnement différents, ont des régimes d'opération différents. Vous ne travaillez pas en musique comme vous travaillez en théâtre, comme vous travaillez au cinéma, comme vous travaillez en tant que romancière. Et c'est tout l'enjeu. Si vous adaptez un roman au cinéma, vous allez devoir faire des choix. Là, il veut faire ressortir le nom de la rose avec Sean Connery. Donc là, c'est une adaptation d'un roman d'Umberto Eco, qu'on va d'ailleurs lire dans le séminaire Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Umberto Eco, non pas son roman, mais le texte Peter Wick. Et voilà, donc c'est plutôt une bonne adaptation à mon avis, mais choses qui disparaissent. Il y a d'autres adaptations qui font disparaître des éléments essentiels du roman, et puis il y a des romans qui résistent totalement à leur transposition au cinéma. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous s'est déjà demandé comment est-ce qu'il ferait pour, s'il était cinéaste, d'adapter, je sais pas, La recherche du temps perdu de Marcel Proust. Bonne chance. Il y en a qui ont essayé. Alors, la photographie est un art, et si oui, à quel titre? Où est-ce que je veux en venir? C'est le fait qu'il y a des arts qui affirment leur droit d'existence, leur droit de cité, parce qu'ils se distinguent d'autres arts. Donc, loin de se soumettre aux impératifs des arts existants, la photographie devrait être considérée comme un art parce qu'elle fait des choses que les arts précédents n'étaient pas capables de faire. Et ça serait quoi, par exemple? Eh bien, si vous regardez les discussions qui ont entouré la naissance du daguerréotype, ensuite de la photographie aux alentours des années 1830, 1840, 50, c'est toujours la même histoire. Quelle est la relation entre la photographie et la peinture? Les peintres voyaient d'un très mauvais œil l'arrivée de la photographie. Comme aujourd'hui, il y a des créateurs qui voient d'un très mauvais œil l'arrivée des œuvres d'art générées par intelligence artificielle. Ça, c'est pas de l'art, c'est pas de l'art. C'est toujours les mêmes argumentations qui reviennent. La photographie, c'est pas de l'art, c'est pas de l'art. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de choisir, de composer un motif, et puis ça va très vite, et ça n'allait pas aussi vite qu'aujourd'hui, mais ça allait encore relativement vite. Des temps d'exposition de 10 minutes, des choses comme ça. Et puis des ratés, et puis on ne sait pas ce qui est enregistré, et puis c'est des choses pas importantes qui sont photographiées. Alors quand même, quand je fais mon portrait du roi et du monarque, je prends mon temps, et puis c'est vraiment le roi qui est représenté, et pas des choses complètement annexes et accessoires qui n'ont pas aucun intérêt à être représentées. D'accord? Donc la photographie a mis en crise une certaine prétention, notamment de la peinture, de restituer le réel. Mais dans ce débat, il y a eu aussi les tenants d'une position contraire qui ont dit mais le but de la peinture, ça n'a jamais été de reproduire de manière naturaliste le réel. Donc il y a aussi des peintres qui ont dit enfin, on n'a plus à faire ce boulot. Enfin, on peut se concentrer sur autre chose. On a la photographie, elle fait ça beaucoup mieux que nous. Et nous, les peintres, on va faire autre chose. Donc, deuxième réponse, si elle se distingue des autres arts, c'est parce qu'elle enregistre le réel mécaniquement. Donc, une des résultantes de ces échanges, c'est de dire la photographie, c'est un art, à condition qu'elle soit sans art. Je m'explique. La photographie ne sera de l'art que quand elle cessera de vouloir faire semblant d'être de la peinture. Qu'elle arrête d'être pictorialiste, par exemple, picturaliste, et qu'elle fasse ce
ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire enregistrer mécaniquement le réel sans sélection, sans composition, sans choix. C'est le cliché, c'est quelque chose qui est pris immédiatement et peut-être aussi de manière parfois aléatoire, c'est pas exactement des photos qui sont prises à l'aveuglette, quoi. Bon. Donc la photographie, argumentation, est un art à condition d'être un art sans principe artistique. Donc la photographie entrera dans le club des arts à condition d'être un art sans art. Il y a eu ce type d'argumentation, oui. Oui, mais alors on rentre dans une contradiction. Oui. Et la vient que dire, comment est-ce qu'on peut définir un art sans être art? Alors notamment un art, j'entends ici sans artifice, c'est-à-dire les propriétés qu'on attribuait aux arts, c'est-à-dire la sélection, la composition, la mise en ordre, la mise en forme, l'harmonie, les principes de figuration, de composition. Tout ça, c'est évacué. Et donc aussi les principes de mise en scène, de fausseté, d'illusion. Voilà. La photographie ne fait pas illusion. Donc il y a eu ce type d'argumentation parmi les premiers pionniers de la photographie dans la deuxième moitié du 19e. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec les Photoshop, les photos qui ont été Ah oui. photographiées? Donc dès que cet argument intervient, d'autres ont dit oui, mais la photographie naturaliste transparente n'a jamais existé, la photographie c'est déjà une sélection, parce que quand vous installez votre boîte, votre daguerréotype devant quelque chose, le photographe a déjà fait un choix, hein, donc vous êtes en train de sélectionner ce qui va être enregistré, etc., etc. Donc vous êtes déjà en train de manipuler, de contrôler, de sélectionner, donc on ne va pas attendre Photoshop et puis les fausses fabrications du monstre du Loch Ness pour voir déjà ce débat sur l'artifice en photographie qui émerge. Hein. Mais je suis en train de vous expliquer quelles sont les réponses possibles à la question est-ce que Jeff Wall nous montre de l'art? Tout ça pour expliquer la photo, qui est mon point de départ, pour vous dire polysémie de l'esthétique. Donc, est-ce que Jeff Wall nous montre une réalité telle qu'elle existe de manière naturelle et non modifiée? Puisque ça pourrait être un des arguments pour en faire un objet esthétique au troisième sens que j'avais proposé. Si l'esthétique enquête sur des objets beaux dans la mesure où ces objets sont des objets artistiques, Jeff Wall serait donc en train de produire un objet esthétique parce qu'il produit un objet artistique, parce qu'il produit un objet photographique, parce qu'il produit un objet mécanique. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez suivi la concaténation logique. Donc parce que la photo ne sélectionne pas, ne construit pas, ne met pas en scène, n'ordonnance pas, elle sera un art, parce qu'elle est une représentation naturelle de la réalité telle qu'elle est. Or, on se rend vite compte que Sudden Gust of Wind ne correspond pas du tout à ce type de réquisition. Sudden Gust of Wind est le résultat d'un travail savamment calculé de mise en scène. Vous savez combien de temps ça a duré pour créer ça? L'estimation. Snapshot, ça disparaît après combien de secondes? 10 secondes. Snapchat, 10 secondes. Jeff Wall, il a mis 4 mois. 4 mois pour faire cette photo. 4 mois. Vous avez ici, c'est extrait des archives personnelles de Wall. Il avait donc non seulement imaginé, mais ensuite déployé comme projet, et ça rejoint votre question.
il s'agit de photographie numérique. Et cette photographie numérique, c'est une photographie qu'il a recomposée, qu'il a donc réorganisée à partir de différentes photos. Si vous voulez, les œuvres de Jeff Wall sont des collages, sauf que vous vous rendez plus compte. Sont donc mises en scène. Jeff Wall ne s'est pas trouvé là par hasard un jour pour photographier une scène dont il aurait été le témoin accidentel, hein, comme Cartier-Bresson photographiait ce moment donc, ce moment spécial fécond, mais il a tout préparé, il a tout calculé, il a demandé à des figurants de se mettre dans cette position-là. C'est toute une équipe, hein, quasiment un tournage, une équipe de tournage dont il a eu besoin pour créer cette photographie. Donc on est très loin des promesses d'artisticité qui étaient incluses dans cette première argumentation sur la spécificité de la photo. Deuxièmement, et peut-être que certains d'entre vous l'avaient déjà reconnu, il s'agit en fait d'une sorte de commentaire, de plagiat, si vous voulez, de remise en scène, de reenactment, si vous préférez un autre vocabulaire, d'une des œuvres visuelles les plus célèbres de l'art japonais. De quoi s'agit-il? Il s'agit, oui, je sais que c'est marqué, mais c'est pour voir si vous suivez. Si vous dormez déjà, je suis déjà endormi. C'est écrit les 36 vues du Fuji, et en fait là l'artiste vraiment il reprend ce que lui il expérience en tournant autour du Fuji et ce qui peut s'y passer. Par exemple, des gens qui vont prendre le ferry, ça peut être, non, ça c'est un autre mot, mais ça peut être là des personnes qui sont prises dans un grand vent, etc. Alors, qui est l'artiste? Hokusai, oui. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui parlent japonais. On m'a expliqué qu'il faut prononcer Hokusai, mais bon, voilà. Puisqu'il n'y a pas de puriste parmi vous, on va continuer à dire Hokusai. Donc Hokusai, c'est qui? Hokusai, c'est un grand artiste japonais de l'estampe, hein, xylographie sur bois. C'est des estampes qui ont eu un succès fulgurant au Japon et même au-delà. Donc on est dans les années 1830 et notamment ce cycle, c'est je crois que le cycle avec lequel il a eu le plus de succès. Au sein d'un nouveau type de représentation visuelle qu'on appelle aussi l'ukiyo-e, c'est les images du monde flottant, des images qui s'intéressent aussi à la vie quotidienne, à la vie des gens, donc quelque chose de nouveau dans cette ère au 19e qui est caractérisée aussi par une ouverture plus grande du Japon au monde. Et les 36 vues du mont Fuji sont donc 36 estampes qui montrent à chaque fois une perspective différente sur ce mont, évidemment, si symbolique, sacré pour la culture nippone. Et le mont Fuji, ici, repris depuis un endroit apparemment assez peu représenté, puisqu'on est au milieu d'une zone de marécage, et donc zone de marécage avec un sentier qui serpente au milieu de ce marécage. Et ce sentier, donc, avec cette ligne ondulatoire qui
finit par se rapprocher du mont Fuji, qui lui est dessiné voilà, avec un simple trait, avec cette simplification extraordinaire qui nous donne à voir cette montagne. Et ça, c'est un des détails de l'estampe aussi, c'est qu'il y a une bonne partie du papier qui est laissé complètement vide, hein, puisque vous savez que pour la xylographie, chaque élément qui va être peint est un élément qui doit être donc enlevé. Hein. C'est là où on mettra de la couleur, et tout ce qui n'est pas enlevé, eh bien, ça restera blanc, ça restera non travaillé. Donc cette partie, le sentier, tout ça, c'est tout simplement le blanc du papier, mais aussi la surface d'eau. Donc l'eau est représentée comme absence de couleur. Vous avez donc tous ces éléments du paysage. C'est un raffinement vraiment extraordinaire. C'est pas très grand hein, comme dessin, comme xylographie. Donc vous avez les arbres hein, qui sont poussés par le vent. Vous avez le personnage féminin, hein, donc, qui est avec son kimono, avec les feuilles qui disparaissent. Elle les tenait, elle les avait insérées dans son kimono. Donc là, c'est clair, hein, la figure féminine qui est reprise aussi chez Kusai. Quels sont les autres éléments que vous retrouvez qui sont similaires, peut-être aussi différents? Qu'est-ce qui vous interpelle? Toujours les mêmes là. Moi, j'aimerais bien que tout le monde participe un peu à cet effort d'analyse des œuvres. C'est ça aussi l'introduction. Oui, Arabi. Peut-être différent, c'est la chose dans le coin. Comment on dit le chapeau? Oui. Non. Ah oui, alors ça, voilà. Alors il y a une cartouche avec une inscription. Oui, alors ça c'est le titre de l'œuvre. Donc c'est un grand vent à Ejiri. Donc c'est l'endroit à partir duquel cette vue a été prise, entre guillemets. Et puis il y a l'artiste qui signe, oui. Oui, Nathan. La position accroupie des personnages. Voilà. Le fait que leur visage soit caché. Voilà, donc ça c'est analogue, hein, c'est repris. Donc, on ne voit toujours pas le visage. Ils sont accroupis, on sent l'effet du vent. Oui, Clélie. L'arbre. L'arbre. Ouais. Hein, les feuilles, là aussi, les feuilles qui rejoignent les feuilles, oui. Pas d'autres? Oui. Les couleurs. Freda, c'est ça? C'est Liliane. Ah, pardon. C'est Liliane. Les couleurs, il y a cette dominante verte avec ces quelques petits éléments rouges qu'il y a aussi dans la photo. Oui, tout à fait. Il y a un retour, il y a des réminiscences chromatiques, hein, des renvois à ces éléments-là, le vert, le rouge. Oui, quoi d'autre? Oui, Chloé. La perspective aussi. Oui. Avec le chemin qui remplace le cours d'eau. Oui. Donc il y a cette diagonale, la perspective, hein, donc l'organisation de l'espace. Oui, quoi d'autre? Encore? Oui. Il y a un personnage qui regarde les feuilles. Surtout, il y en a un qui s'émerveille. Ouais. Juste dire, les historiennes et les historiens de l'art parmi vous, vous n'avez aucune excuse hein, pour ne pas prendre la parole, parce que vous êtes censés savoir faire des choses que nous, les philosophes, on ne sait pas faire, notamment regarder des œuvres. Donc, prenez la parole, profitez-en, parce qu'il va y avoir des séances où on va analyser que des vieux textes d'auteurs du 18e. Lâchez-vous. Quoi d'autre? Oui. La composition assez similaire, les personnages sont plus sur le bas, et puis après le reste du cadre est pris par le paysage. Ouais. Oui. Une dernière chose, dans la photographie, il y avait la rivière. Ouais. Et ici, en fait, on sait qu'il y a aussi l'eau et le petit sentier. C'est pas la même chose, mais... Non, voilà, c'est pas exactement identique, c'est organisé un petit peu différemment. Hein. Donc ici, le plan d'eau est plutôt horizontal au moyen plan, et dans la photo de Jeff Wall, c'est plutôt une chose verticale. Oui. Est-ce que dans la photo de Jeff Wall, il y avait aussi les 3 petits personnages à l'arrière ou bien... Non, alors, donc il y a moins de personnages, hein, il n'y en a que 4, et puis voilà, certains perdent leur chapeau, ils sont évidemment habillés de façon traditionnelle japonaise. Il y a par exemple aussi ici ce
ce petit temple shintoïste, je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas capable de distinguer, mais voilà, il y a un petit espace, une petite maison. On retrouve aussi ce tir réduit dans la photo de Jeff Wall, mais évidemment, c'est plus du tout affublé de la même signification religieuse. Oui. Qu'est-ce que vous avez encore repéré? On voit aucune trace de l'homme à part ce petit temple. On est dans la photographie de Jeff Wall. Il y avait ces pylônes électriques et tous ces déchets qui cachaient le côté un peu naturel. Voilà, quand on dit pas de trace de l'homme, j'imagine que vous voulez dire pas les personnages qui sont présents, mais pas présence de la civilisation ou d'autres traces d'une vie organisée collectivement. Oui. Alors, moi, ce que je voulais aussi souligner, c'est que bon, il y a toutes sortes de détails, je ne vais peut-être pas vous ennuyer avec des détails sur cette estampe. Enfin, si ça vous intéresse, donc c'était en fait, Soijiri est un poste sur la route de Tokaido, à l'ouest de la baie de Suruga, près de l'actuelle ville de Shimizu. Et apparemment, il y a un lieu très, très prisé par les Japonais appelé Nihon no Matsubara, mais c'est pas ça que Hokusai nous montre, mais il se déplace un peu, il va vers un lieu plus prosaïque, près d'un marais, près d'une étendue d'eau connue sous le nom de piscine de la vieille femme, Bagaike, et voilà. Donc il y a ce petit sanctuaire au bord de l'étendue lacustre. Moi, ce que je voulais souligner encore, c'est que dans l'esthétique, il y a la question de l'aesthésis, mais il y a aussi la question du médium en tant que milieu. Le médium, c'est un terme très important en philosophie. Le médium, c'est l'intermédiaire, c'est l'instrument, c'est le moyen, mais c'est aussi ce qui nous entoure. Les anciens, l'Antiquité, insistait beaucoup sur cette dimension de l'être entouré, du milieu, de l'environnement. Et donc le médium, c'est pas seulement le support, la particularité, la spécificité d'un genre artistique, c'est aussi le milieu dans lequel nous baignons. Ce milieu dans lequel nous baignons, c'est quelque chose que Hokusai nous donne également à sentir. Nous avons intuitivement une connexion avec ces êtres qui sont donc soumis aux aléas des intempéries, du vent. Donc, on connaît cette expérience, on connaît la puissance des éléments qui se déchaînent. Donc nous avons en tant que spectateurs une relation quasiment d'empathie avec ces personnes qui luttent contre l'effet des rafales du vent. On pourrait considérer donc cette œuvre comme une tentative pour rendre sensible non seulement le ressenti, donc rendre sensible ce que ça veut dire que de sentir, mais également rendre sensible les conditions de possibilité de notre sentir, rendre sensible ce qui fait que nous sentons. Et ce qui fait que nous sentons, eh bien, c'est ce qui se tient entre des sujets sentants et des objets sentis, ce qui se tient, ce qui entretient, ce qui articule, ce qui organise un espace, voire un monde sensible. Ce qui organise un monde sensible, c'est donc l'élément qui nous entoure, l'air en premier lieu. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter la première partie? Donc là, c'est même une tentative pour rendre sensible le ressenti. Donc ça, c'était la première définition que j'avais proposée de l'esthétique, l'esthétique comme enquête sur le sentir. Et donc, on peut considérer que Jeff Wall et Hokusai nous montrent ce que ça veut dire que de sentir le vent, et sentir le froid, et sentir la puissance, etc. Mais ici, il y a aussi une enquête, si vous voulez, de rendre sensible ce qui est la condition de la possibilité de notre sentir, c'est-à-dire l'espace entre des sujets sentants et des objets sentis. C'est ce qu'on appelle un élément. Nous sommes
dans un élément sensible. Cet élément sensible, c'est l'air, en premier lieu, c'est l'eau. Enfin, nous nous mouvons dans des espaces qui sont des espaces déjà sensibles. Entre vous et moi, en cet instant, il n'y a pas tout simplement une étendue mathématique qu'on pourrait donc déterminer, mais il y a aussi un espacement qui est produit par l'air. Nous nous déplaçons à travers des milieux qui sont des milieux sensibles. Et ces milieux sensibles sont des milieux qui conditionnent l'expérience que nous faisons en tant qu'être sensible. Espacement, intervalle, milieu, écart, voilà, ce sont de termes qui sont essentiels dans une phénoménologie des milieux sensibles. Donc, comment est-ce que Hokusai parvient à rendre sensible ce milieu sensible? Donc, encore une fois, là où je veux en venir, c'est que l'esthétique, ce n'est pas seulement une enquête sur le sentir, l'être affecté, le percevoir, sur l'esthésis. L'esthétique, ce n'est pas seulement une enquête sur les propriétés esthétiques des objets, le fait d'être beau, le fait d'être harmonieux, le fait d'être sublime, etc. Mais c'est aussi une enquête sur ce qui articule ce rapport entre des êtres doués d'expériences sensibles et des êtres, des objets, des situations, des événements capables d'être l'objet d'une expérience. Est-ce que c'est clair? Donc ce milieu, entre cet intermédiaire, si vous voulez, cet environnement, cette atmosphère aussi, comment la rendre sensible? Les artistes ont travaillé souvent à rendre sensible ce qui était invisible, ce qui demeurait en quelque sorte sous le seuil de notre attention. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici de Hokusai? Que fait Hokusai? Dans quelle mesure est-ce qu'Hokusai nous rend sensibles les conditions de notre sensibilité élémentale, les conditions de sensibilité liées au milieu? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? J'ai l'impression qu'il utilise les premiers de définition de l'esthétique pour rendre visible ce qui n'est pas. Donc, il utilise l'expérience et le beau pour rendre visible le vent. Oui, mais ok. Mais alors au fond, on a déjà tout ce qu'il nous fallait. Ou est-ce qu'il faut faire un pas en plus? Ou est-ce qu'il n'y a pas une spécificité du médium? Oui, je pense que vous avez raison, mais est-ce qu'on ne peut pas faire un pas en plus encore? Oui, Thibaut. Vous parlez du dénuement dû à la technique qui laissait beaucoup d'espace vide. Ouais. J'imagine que ça permet de distinguer seulement certains éléments qui ont tous un effet sur le conditionnement de notre sensibilité, le fait que les figures soient finalement peu d'autre chose que la courbure et la position que nous avons. La position de l'arbre, qui ne voit que les grains d'herbe aussi, mouvant par le vent. Toute cette économie qui donne juste les conditions de notre sensibilité. Donc vous dites que c'est une forme de retenue dans l'organisation de l'espace, une forme d'économie aussi. Tout n'est pas saturé, mais il y a beaucoup de vide, oui. Je pense qu'il reprend les codes donc ce lexique, ces codes justement pour exprimer un mouvement de vent, mais je suis en train de penser, si on imagine des personnes qui n'ont jamais connu de vent, voilà, les personnes qui vivent dans un pays sans vent, ne pourraient pas comprendre ce qui se passe. Donc je pense que pour exprimer l'environnement et nous rendre sensibles à cette expérience, il faut qu'il utilise des images que tout le monde connaît. Voilà, alors on dit qu'il y a une dimension de code, de codifié, bien sûr, il y a certainement ça, il y a un renvoi à l'expérience naturelle, mais aussi un renvoi à des codes, comment est-ce qu'on représente le vent, donc dans la peinture médiévale européenne, on représentait le vent d'une certaine manière, voilà. Tout à fait. Sauf qu'ici, il y a aussi des inventions picturales qui ne relèvent pas du code. Il y a quelque chose qui manque. Important. Vous avez certainement déjà vu
des photos du mont Fuji. Vous l'avez déjà vu comme ça? Comme ça, comment? Comme ça? Oui? Il manque la neige. Alors, il manque la neige, mais bon, c'est vrai, il manque la neige. Oui. Sûr, on a souvent un nuage. Ah, le mont Fuji n'est quasiment jamais sans nuage. Donc, alors, code ou pas code, il y a clairement des attentes, c'est-à-dire que le public japonais qui a l'habitude soit de voir ou d'avoir cette revue représentée, le mont Fuji, si vous allez dans d'autres régions du Japon, ont l'habitude de voir le mont Fuji entouré de nuages. Or là, le Fuji, bien sûr, ultra simplifié, etc., est sans nuages. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout bête. Il y a du vent. Qu'il y a du vent, mais oui. Le vent a dissipé les nuages. Le vent a dissipé les nuages, bien sûr. Oui, donc il y a une absence d'éléments qui nous fait sentir négativement la présence de quelque chose d'autre. La puissance du vent est montrée par l'absence de nuages. Oui. Donc jusque dans cet élément très distant, parce qu'évidemment vous ne ressentez pas le vent sur la pointe de la montagne, vous ne ressentez pas, mais vous percevez. Vous percevez dans l'absence de nuages que ce jour-là, il y a du vent. Okay. Et maintenant, on pourrait même faire une lecture plus allégorique si vous aviez envie de... Imaginez comme ça, c'est ce genre de truc que je peux vous demander à l'examen. Commenter une image. Essayez d'aller trouver tous les éléments que vous pouvez dégager dans une image. Bon, on peut faire une lecture plus allégorique. Ces estampes de Hokusai, il y a combien d'exemplaires? Alors, il y a 36 images, il y a 36 créations artistiques, mais combien d'exemplaires? Oui. Il me semble que les estampes c'était fait pour être beaucoup distribuées. Oui, des milliers d'exemplaires. Puis ça a été réimprimé, ça a été refait, il y a même eu des copies, etc. Donc, en un certain sens, si vous voulez faire une lecture allégorique, c'est les feuilles des estampes qui s'envolent, qui prennent leur essor et qui ont le succès qu'on leur connaît, qui vont même finir par remplir les magasins des marchands d'art en Europe. Hein, tous les impressionnistes vont les avoir chez eux. Hein, Matisse et Monet auront des estampes de Hokusai. Donc vous voyez, c'est les feuilles, on pourrait imaginer une lecture allégorique, qui prennent leur envol, qui partent et elles seront partout. Voilà, on ne contrôle plus, l'artiste ne contrôle plus la distribution, la circulation des images qu'il a mis en circulation. Donc les feuilles qui rejoignent les feuilles qui étaient initialement des feuilles organiques qui viennent de l'arbre, qui viennent donc ensuite, cette matière organique donner lieu à un support pour du papier, et ce papier qui à son tour circulera par la voie des airs, puisque l'industrie aéronautique va également prendre son essor à ce moment-là, et puis va permettre la circulation donc des œuvres d'art, des images à travers le monde, enfin de proto-globalisation à ce moment-là. Ok, donc est-ce que c'est clair mon idée de l'esthétique des éléments comme visualisation de l'invisible? Comment est-ce qu'on visualise ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne touche pas, dans des conditions ordinaires, vous ne percevez pas l'air, vous ne touchez pas l'air. Comment est-ce que l'art vous rendre sensible à ce qui détermine votre sensibilité? Donc il y a dans cette photographie de Jeff Wall également une dimension qu'on pourrait appeler celle d'une esthésiologie des éléments. Bon, quand on regarde le travail de Wall, on est obligé de se poser une autre question encore. Est-ce que l'œuvre d'art de Jeff Wall peut être une œuvre d'art
dans la mesure où il s'agit d'une copie. Est-ce que ça n'exclut pas des prétentions artistiques que de découvrir, comme vous avez fait tout à l'heure, qu'il s'agit en fait d'une simple reprise? Est-ce que un des critères qui va être mis en place au 18e pour affirmer que quelque chose mérite le titre d'œuvre d'art, c'est-à-dire l'originalité, peut s'accommoder de la répétition? Est-ce que quelque chose peut être original quand cette chose est en fait une copie? Oui, vous savez. Il y a des courants artistiques ou intellectuels qui se revendiquent de la répétition. On peut avoir des questions à l'originalité quand même. C'est quand même ça, c'est quelque chose, c'est des courants artistiques qui sont considérés comme ayant autant de valeur que d'autres. Enfin, je pense au courant minimaliste, ce genre de choses. Alors, voilà. De quel type de répétition est-ce qu'on parle? La répétition du minimalisme, c'est pas la même chose que la répétition, par exemple, de la picture generation, qui va dire, moi je recrée des œuvres d'art, j'utilise des images existantes, et le but c'est de faire avec ce qui existe. Je ne vais surtout pas faire du nouveau. Il va y avoir prochainement à Photo-Élysée l'exposition de rétrospective des œuvres de Sidney Sherman. Sidney Sherman refait des fameux tableaux de l'art occidental où elle prend la pose des personnages représentés. Alors, c'est quoi tout ça? Est-ce que c'est un manque d'imagination des artistes? Donc répétition, après, il y a toute la palette des types de répétition qui se pose évidemment tout à fait autrement dans les arts visuels qu'en musique. La dimension de la répétition en musique n'a pas le même statut, mais même en musique, il y a les mêmes problèmes. Qu'est-ce que c'est que le plagiat en musique? Qu'est-ce que c'est que la reprise? Dans quelle mesure est-ce que des œuvres sont réellement différentes? Jusqu'au phénomène de l'autoplagiat, les grands compositeurs composaient à l'appel et puis puisaient dans ce qu'ils avaient déjà, et puis même Bach n'est pas au-dessus de tout soupçon. Bach perd. Alors, est-ce que l'originalité amenait la répétition? Voilà ma question. Donc, est-ce qu'on peut considérer que Jeff Wall est un artiste malgré le fait qu'il répète, ou est-ce que Jeff Wall est un artiste parce qu'il répète? Votre prénom? Justin. Justin. Dans cette œuvre-là, la répétition, c'est plus par la composition. On y amène déjà un nouveau moyen, la photographie. Ouais. Ensuite, aussi une réinterprétation moderne. Enfin, il a pas remis en tenue japonaise, persona, dans le même décor. Donc il y a aussi une originalité dans le décor. Enfin, ouais. Tout à fait. C'est pas le cas de Sidney Sherman, par exemple. Ouais. Vous voulez dire quelque chose? Je crois que en fait, les artistes qui répètent des autres choses, mais il arrive quand même à faire quelque chose d'original, c'est véritablement des artistes, parce que j'ai entendu cette affirmation vol comment font les artistes, et je trouve qu'il a volé les éléments qui lui ont permis de créer quelque chose de nouveau. Oui, mais bon, là j'ai choisi une œuvre qui peut-être, dont il est communément admis qu'elle est suffisamment originale malgré la répétition, et puis Justin soulignait certains points où il y a eu une modification. Je pourrais vous donner des exemples où c'est peut-être moins évident, et vous auriez peut-être tendance à dire, oui, mais quand même, bon, nous vendre ça, vous voyez. Donc, là, vous avez
peut-être été surpris par des principes de composition, quelque chose qui a quand même été... c'est une photo surprenante, mais quand vous découvrez que en fait, tout ça, ça existait déjà, est-ce que ça minore la valeur du travail artistique ou pas? Alors, en histoire de l'art, on avait vu que les artistes pouvaient tourner autour de 3 concepts qui étaient la copie, la citation ou l'appropriation. Et selon leur virtuosité à opérer dans ces 3 domaines, pouvait permettre justement que l'œuvre soit originale ou si elle a bien été détournée, bien copiée, bien citée. Voilà, donc là, clairement, on pourrait se demander est-ce que c'est une copie ou est-ce que c'est pas plutôt une citation? La citation étant, se distinguant de la copie parce qu'elle utilise des éléments qui s'apparentent, par exemple, à des guillemets. Quand vous citez, normalement, on vous demande de bien préciser quand vous citez. Hein, si vous écrivez votre travail pour le cours, un travail de séminaire, et que vous ne précisez pas que vous avez repris ce que vous écrivez à quelqu'un d'autre, ça vous expose à des conséquences même juridiques. Hein. Alors que si vous précisez, voilà, je cite un tel, c'est une citation, et voilà. Est-ce qu'on peut citer de la même manière qu'on cite dans un texte? Tous les enjeux en image, qu'est-ce que c'est qu'une citation en image? Qu'est-ce que c'est qu'une citation en musique, évidemment, en citation, voilà. Qu'est-ce que ça suppose? Est-ce que ça suppose de connaître quand Gounod fait son Ave Maria et il reprend là, voilà. Qu'est-ce que ça suppose? Reprendre le premier prélude, est-ce qu'il faut connaître le premier prélude de Bach pour comprendre Gounod ou pas? Oui. Est-ce que vous avez une traduction pour la question en allemand? Oui. Parce que je suis un peu confuse par... Lässt Originalität Wiederholung zu. Ça vous a faim? Si, un peu. Verträgt sich Originalität mit Wiederholung? C'est vite. Je ne sais pas si ça répond à la question d'une autre manière, mais dans la logique de Deleuze, c'est à partir de la ressemblance. Oui, mais ne compliquez pas l'esprit. C'est déjà assez. Donc là, c'est une introduction à l'esthétique. On va commencer, on plante le décor. On va passer au XVIIIe siècle et on va arriver à l'idée d'originalité, de singularité. Si vous avez des personnages qui viennent ensuite tout compliquer, des amis comme Gilles Deleuze qui vont nous dire oui, mais l'originalité, la singularité n'existe que dans la répétition, la différence ne vaut que quand il y a reprise, etc. Oui. Est-ce que l'originalité dépend aussi de la réception de votre œuvre? Par exemple, si on fait une copie de la Mona Lisa, on ne va pas apercevoir de la même manière qu'au XVIe siècle. On ne va pas avoir les mêmes questions. Est-ce que ça dépend aussi de la réception? Quand on voit ce que Duchamp a fait de la Joconde, ça suppose qu'on soit des contemporains d'une culture visuelle qui a déjà complètement intégré la Joconde comme œuvre voilà, culturellement signifiante et c'est évident que si on découvre un contemporain, on aurait pu la découvrir. Ok, bon. Pardon. Non, juste je voulais savoir, est-ce qu'il faudrait aussi réfléchir à la protection de la propriété intellectuelle? Ça pourrait aussi un peu rentrer dans ce domaine-là. Bien sûr. Quand on parle de la distinction entre copie et citation, voilà, est-ce que des œuvres sont protégées? Donc il y a eu des procès, ce que j'appelle la picture generation dont je parlais tout à l'heure. Je veux dire, c'est clair que ça pose des questions. Est-ce qu'un artiste peut tout simplement reprendre l'œuvre d'un autre? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez, si vous êtes compositeur, tout simplement reprendre des compositions existantes et les faire travailler avec des générateurs d'intelligence artificielle? C'est un immense enjeu. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est protégé, jusqu'à quel point est-ce que c'est protégé, est-ce qu'il peut y avoir
appropriation, justement, à quel moment est-ce qu'il y a usurpation, etc. Ok, alors. Donc, je voulais également vous montrer une autre dimension encore. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la question de la légitimité de la photographie. La photographie comme art qui serait donc légitime en tant qu'art quand elle cesse d'essayer de faire ce que font les autres arts. On a perdu. Et donc il y a la question de la spécificité du médium, hein, ce qui est spécifique à la photographie. Mais Jeff Wall met aussi à mal ce type d'argumentation, le type d'argumentation qui visait en fait à dire la photographie c'est de l'art quand ça ne fait pas semblant de faire de la peinture ou du cinéma ou de la littérature ou autre. Or, le souci avec les œuvres de Jeff Wall, c'est qu'elles semblent enjamber, voire subvertir, ce type d'argumentation qui postulait justement la légitimité de la photographie. Je m'explique. Les œuvres de Jeff Wall ont été décrites comme éminemment narratives. Je crois que quelqu'un l'avait déjà dit la semaine passée. Et c'est vrai, la photographie de Jeff Wall est narrative, c'est-à-dire qu'elle raconte. Or, on avait dit tout à l'heure qu'un des arguments avancés par les pionniers de la photographie était que la photographie cesse d'être basée sur un vouloir montrer, un vouloir dire. La photographie enregistre mécaniquement. Elle ne peut rien vouloir en particulier. Or, la dimension narrative du processus de production chez Jeff Wall se traduit notamment par un rapprochement avec un autre art encore, outre la peinture, c'est le cinéma. Il y a une dimension quasiment cinématographique dans les photographies de Jeff Wall. Là, je vous ai montré une installation pour vous montrer aussi la question de la dimension. Ce n'est pas juste des petites photos, ce n'est pas les estampes d'Okusai, ce sont des dispositifs gigantesques. Donc on est face à des œuvres qui sont montées dans des caissons rétroéclairés. C'est un peu la marque de fabrique de Jeff Wall. Il a développé ça, ça s'appelle les light boxes. Je ne sais pas si vous voyez, donc en fait, ce n'est pas une photographie qui est suspendue, c'est une photographie qui est montée sur une surface transparente et qui est rétroéclairée. Donc ça s'illumine, si vous voulez. Et c'est les dimensions, c'est voilà, très
presque du 2 mètres sur du 3 mètres. C'est très très grand. Parfois un peu moins, mais en tout cas, ça peut prendre des grandes dimensions. C'est 1,5 mètre sur 1,5 mètre ou 1,5 mètre sur 2. Et quand je disais ça se rapproche du cinéma, il y a aussi une distinction par rapport à la photographie traditionnelle. La photographie traditionnelle est éclairée de face, c'est-à-dire que la pellicule photographique doit être éclairée pour qu'elle projette donc une vue, et l'image cinématographique, à son tour, sera rétroéclairée, c'est-à-dire qu'elle sera projetée, donc il y a une source de lumière derrière la pellicule cinématographique, dans le cinéma analogique traditionnel, et il va y avoir donc une projection, quelque chose qui va être vu. Donc là aussi, Jeff Wall expérimente avec des dispositifs qui empruntent des éléments des autres arts. Donc, tout comme les écarts entre les différentes images d'un film sont cachés lorsque la bobine est en mouvement, Wall tente de masquer les écarts qui se sont produits dans le temps entre les photographies originales et les traces de leurs images séparées lorsqu'elles sont combinées dans la position finale. Donc là aussi, si vous voulez, des effets de recomposition dont on pourrait parler plus longtemps. Mais plus fondamentalement pour notre cours, on en est donc ramené à cette question fondamentale. Est-ce que l'esthétique touche au pôle du sujet qui fait l'expérience, ou est-ce que l'esthétique traite de ceux qui créent, des créateurs? Est-ce que l'esthétique est plutôt du côté des artistes ou du côté des spectateurs? Est-ce qu'elle traite plutôt de la réception ou est-ce qu'elle traite plutôt de la production? Vous avez peut-être déjà une réponse historique à cette question. On a dit la semaine passée que l'esthétique est née à quel moment comme discipline? 18e. Et lorsqu'elle est fondée comme discipline philosophique, sur quoi est-ce qu'on met l'accent? Sur les artistes. Et non. Et non. Bad guess. C'est le contraire. C'est le contraire. Donc, en fait, c'est très intéressant parce que vous avez raison pour tous les siècles préalables. Dans l'histoire de l'art, évidemment, on s'intéresse beaucoup à la manière dont on crée. Mais dans la fondation de l'esthétique comme discipline philosophique à part entière, il va y avoir un nouveau mouvement qui est qu'on va s'intéresser à la manière dont on fait l'expérience qu'on va appeler esthétique. Et là, donc, l'accent va se déplacer. Donc, vous avez raison, jusqu'au XVIIIe siècle. Mais je pensais plus à la Renaissance quand on identifie, on demande aux artistes de signer. Oui, mais alors, quel est le type de littérature qu'on va trouver surtout à la Renaissance? Ça va être les premiers traités de peinture, le Mazzo, et ça va être évidemment ensuite Vasari, ça va être de Piero della Franceschi, Prospettiva Pingini, quels que soient les auteurs que vous-même jusqu'au XVIIe siècle, les auteurs qui sont souvent des peintres eux-mêmes, qui vous disent comment peindre. On est d'accord? Donc l'accent est mis sur, on pourrait dire, je ne sais pas si le mot esthétique est déjà juste, mais l'esthétique de la production. On se demande comment créer. Vous êtes d'accord? Donc on se demande, voilà, depuis Alberti et le traité sur la peinture, jusqu'à ceux qui racontent la vie des illustres peintres chez Vasari, on se demande comment peindre et comment ont vécu ceux qui ont peint et dont on connaît les noms, etc. Mais on se focalise sur la production, vous êtes d'accord? On ne fait pas une histoire de ceux qui ont regardé les œuvres. Vous voyez? Oui. Je trouve intéressant justement avec les salons qui mettent en avant certains types d'œuvres, justement au 18e, et avec une réflexion sur la réception. Est-ce que c'est réceptionnable et appréciable?
Donc on voit que l'attention accrue pour la réception à partir du XVIIIe siècle coïncide avec la naissance de l'esthétique comme discipline. Donc une des questions auxquelles on va devoir répondre pendant ces prochaines semaines, c'est est-ce que l'esthétique, comme discipline philosophique, a un biais réceptif, a une hypothèque qui l'oriente plutôt vers la réception et qui l'éloigne de la production. Vous voyez? Et encore une fois, l'esthétique comme discipline philosophique fondée au XVIIIe siècle par un certain monsieur qui s'appelle Baumgarten, dont je vais vous parler ces 2 prochaines semaines, mais qui justement, pour pouvoir justifier l'invention de cette nouvelle discipline, est obligé de dire on va se désintéresser pendant un moment de la production. Parce qu'on s'est intéressé à la production pendant des siècles. Vous voyez? Donc, il y a la question que je pose là, on peut lui donner plusieurs réponses. Est-ce que l'esthétique doit traiter de la réception ou bien de la production, ou bien des deux? Est-ce que l'esthétique peut traiter de la réception et de la production? Ou bien est-ce qu'historiquement, il y a eu une orientation plutôt vers la réception au détriment de la production? Et là, encore une fois, pour des raisons très facilement explicables, des raisons qui tiennent au fait de la marginalisation de l'esthétique en tant que science. Ok? Ça va? Donc, quand Jeff Wall crée, il a en tête sa propre expérience en tant que spectateur. Jeff Wall n'est pas qu'un créateur, n'est pas qu'un artiste, n'est pas qu'un producteur. Jeff Wall est aussi quelqu'un qui a vu énormément d'œuvres peintes. Jeff Wall est devenu artiste après avoir fait des études d'histoire de l'art. Eh oui, comme quoi, ça peut servir pour devenir ensuite un artiste à succès. C'est un petit peu comme Jean-Luc Godard, qui était d'abord critique de cinéma avant de passer derrière la caméra. C'est assez rare pour être souligné, mais voilà. Donc il y a encore quelques espoirs si vous avez des velléités de devenir des créateurs importants. Voilà. Commencez par la théorie, et ensuite vous allez passer à la pratique. Jeff Wall avait vu beaucoup d'œuvres, et notamment une œuvre célèbre du modernisme pictural. Alors maintenant, je vous donne en mille. Si vous parvenez à trouver le modèle pour cette photo, vous êtes très fort. Il s'agit de Picture for a Woman Analysis de 1969. Qu'est-ce qu'on voit? Je vous ai dit, hein, je vais entendre les historiennes de l'art, les stars de l'art que j'entends pas habituellement. Bon. Je ne me souviens plus le titre, mais c'est Manet. Ah, bon, bravo, là, gagné le jackpot. Mais moi je voulais, ok, absolument. Mais on commence rapidement par analyser. Donc qu'est-ce qu'on voit? Juste pour la structure de la photo, ici, on voit une femme partie gauche, et ensuite? Et on voit un homme qui observe son reflet depuis le miroir. Ouais. Donc, manifestement, il y a un miroir. Hein. Comment est-ce que vous savez qu'il y a un miroir? On peut voir le reflet, aussi la table. Oui, il y a les reflets, la table, mais surtout, il y a quoi? La caméra. Il y a la caméra. Voilà. C'est qui l'homme à droite? Je suppose que... Bravo! Eh oui, c'est lui, il est là, le voilà. Ça c'est Jeff Wall. Jeff Wall, en train de faire quoi? En train d'observer son modèle, et il ne photographie pas son modèle, mais il photographie la scène qui permet la construction du
sujet portraituré. Donc il donne à voir les conditions qui organisent, qui régissent cette économie de l'œuvre in fieri en train d'être faite. Donc il nous donne à voir les conditions de production. Alors, vous avez entièrement raison, Elena. C'est un bar aux Folies Bergères qui se trouve au Carter Institute aujourd'hui, 1880. Bon. Quel est le rapport entre la photo de Jeff Wall et Manet? Qu'est-ce qui diffère? Qu'est-ce qui est analogue? Qu'est-ce qui est analogue? Oui, Justin. On a le positionnement de la dame qui est assez similaire. Ouais. Et surtout, on a cet effet de reflet, alors qu'elle est plus sur la droite, alors que chez Jeff Wall, on a vraiment juste à l'arrière. On voit du coup le dos de la femme et je suppose Manet aussi, si c'est dans une réinterprétation à ce point-là. Alors, c'est pas Manet, mais c'est un homme, en tout cas, à droite, oui. Tout à fait. Donc, il y a un miroir. Alors, c'est intéressant parce que vous dites qu'il y a le miroir n'est qu'à droite. Alors, peut-être Qu'est-ce qui vous laisse penser que... Et vous avez raison d'émettre cette hypothèse, mais pour une raison très précise. Oui. Parce que les personnages à l'arrière sont aussi reflétés. Ouais, tout est reflété en fait. Donc c'est pareil, il y a un miroir à l'arrière dans ce bar au Folies Bergères qui existait. Hein, c'était un bar qui existait à Pigalle, je crois, et qui était fréquenté donc par tout le beau monde de la nuit. Et cette serveuse, voilà, connue aussi. Sauf qu'il y a quelque chose d'intéressant. Parce que Manet désaxe, Manet déplace. Il nous fait voir quelque chose qu'on ne devrait normalement pas voir. Il y a une erreur de perspective. C'est quoi l'erreur de perspective? Oui. Si on est réellement en face de la femme, on ne devrait pas avoir son reflet, il devrait être caché derrière elle. Voilà, bien sûr. Donc, Manet nous donne à voir quelque chose qu'on ne devrait pas voir, c'est-à-dire l'arrière, le revers. Il le déplace afin de visualiser, de visibiliser quelque chose qui resterait normalement dans l'ombre, c'est-à-dire qu'elle est en train d'être non seulement un objet sous les regards, parce que tous les projecteurs sont braqués sur elle, mais elle est aussi un sujet agissant. Elle est en train d'interagir avec un homme sur la droite. Et vous la voyez interagir depuis une perspective que normalement on ne peut jamais adopter. Donc elle est à la fois objet et sujet. Manet a été moqué par ses contemporains, il ne s'est pas représenté de manière correcte la perspective, et c'est pas comme ça que ça devrait être montré. Voilà. Vous imaginez bien que ce n'était pas par incapacité. Il y a une vraie volonté de donner à voir quelque chose que normalement on ne voit pas. C'est-à-dire que cette femme objet est aussi une femme qui devient un acteur à part entière de sa propre existence et qui entretient donc les rapports qu'elle est prête à entretenir. Voilà. D'ailleurs, Huysmans, donc le grand écrivain, disait le tableau stupéfie les assistants qui se pressent en échangeant des observations désorientées sur le mirage de cette toile. Voilà. Donc là, la serveuse s'appelait Suzon, tout le monde la connaissait. Donc, ça c'est donc ce qu'en fait Jeff Wall, et à son tour, il déplace, il nous donne à voir ce que normalement on ne voit pas, le revers de la photo. C'est conditions de construction. Voilà. Est-ce que la photo nous donne à voir ce que nous voyons, ou est-ce qu'elle nous donne à voir comment nous voyons?
qu'est-ce que vous voyez, ou bien comment est-ce que vous voyez. Oui. Pouvez-vous reposer la question sur la photographie? Est-ce que la photographie nous montre ce que nous voyons, ou est-ce que la photographie nous montre comment nous voyons? Oui. Ça montre les deux. Donc, voilà, la photographie ne peut pas faire l'économie de quelque chose qu'elle nous montre. Il y a un quelque chose qui est montré. Une photo nous donne à voir quelque chose, même quand il s'agit d'une photo abstraite, ça existe la photographie abstraite, mais même quand elle nous donne à voir quelque chose, elle nous montre déjà d'une certaine manière. Vous voyez? Donc ce déplacement, cet embrayage, cette réorientation que les artistes, Manet et Boal, font subir à ce qu'ils montrent, nous informe sur nos propres biais dans la manière qu'on a de voir. Oui. Peut-être aussi la chose qui manque aussi dans cette œuvre, c'est la source de lumière. C'est invisible d'une certaine façon. Et je pense qu'on peut voir cette chose aussi dans l'œuvre de Manet. Oui, oui et non, parce que évidemment, dans le bar au Feuille-Bergère, vous avez le même type d'éclairage qui se reflète dans le miroir. Normalement, nous ne voyons pas la lumière, comme normalement, nous ne voyons pas l'air. Donc ici, on nous donne à voir les sources d'éclairage. Donc s'il n'y avait pas ce miroir, on aurait la source d'éclairage qui montre, mais qui n'est pas montrée. La lumière donne à voir, mais la lumière n'est pas elle-même visible. La lumière rend visible, n'est pas objet de la vision. Ici, on expose les conditions, les sources de visibilité, mais on le fait de manière détournée, sous la forme de l'ampoule. Donc l'ampoule qui se reflète dans le miroir. On est dans le studio de l'artiste. L'artiste nous donne à voir son studio. Et là aussi, Jeff Wall renvoie évidemment à une longue tradition qui est celle de l'autoportrait de l'artiste dans son studio. Sauf que là, l'autoportrait est déjà un hétéroportrait. Alors, l'autoportrait de l'artiste montre comment il est installé devant son chevalet dans l'atelier, mais il montre comment il donne à voir autre chose que lui-même. Donc il y a une espèce de mise en abîme de ce rapport de soi à soi, de soi à l'autre, de l'autre qui est renvoyé au soi comme condition de possibilité d'une création. D'accord? Donc Jeff Wall, vraiment, c'est un des grands photographes qui donne à la photographie une dimension quasiment métaphysique, si vous voulez. Métaphysicien de la photographie. Voilà, donc je vais terminer là-dessus. Esthétique, aesthésis, voilà. Polysémie, est-ce que c'est une polysémie qui renvoie à un malentendu, des choses qui n'ont rien à voir entre elles, ou bien est-ce que l'esthétique se dit de manière différente, mais est traversée par un fil rouge qui les relie? Ça sera une question auxquelles on va tâcher de répondre la prochaine fois et les prochaines fois. Je vous souhaite une bonne pause déjeuner, une bonne fin de journée.